Bonjour à tous, soutien au Raptor. Cette vidéo lui est adressée parce que je pense que le virilisme, c'est quelque chose de très bien, mais il faut faire attention à ce qu'il ne se retourne pas contre soi. Et comme on n'a pas le temps d'échouer de nouveau, eh bien j'ai un message pour le Raptor. On met son QI sur maximum. Pour ceux qui sont fatigués, on prend un petit morceau de sucre. J'ai un assemblage de textes à lire, c'est du costaud, je commence tout de suite. Dans l'émergence du populisme, la dimension protestataire du peuple démos a été le plus souvent escamotée au profit de la dimension identitaire du peuple ethnos. La volonté de combattre l'emportant contre le devoir de réflexion, le goût de l'exorcisme sur la volonté d'élargir le spectre disruptif, il a fallu attendre le début des années 2000 pour que des analyses moins stéréotypées s'intéressent au populisme en tant que symptôme d'une crise de légitimité politique affectant l'ensemble du système de représentation. Pour Pierre-André Taguieff, le populisme serait un hyperdémocratisme privilégiant la potestas du peuple contre l'auctoritas des élites politiques et intellectuelles. Pour Marcel Gaucher, il s'agit d'un mouvement de fond qui se développe en parallèle avec une réactivation de l'idéal de démocratie directe. La demande de consultation du peuple en masse, observe-t-il, témoigne à la fois du consentement des citoyens à l'extériorité des gouvernants et de la volonté de les rappeler à leur devoir de représentants. Si tel est bien le cas, on comprend que la demande de démocratie soit le point aveugle de tout le discours dominant sur le populisme. La diabolisation devient plus ardue, pour ne pas dire impossible, dès lors que cette irruption brutale du peuple sur la scène politique est identifiée avec une révolte des citoyens contre les élites de gauche comme de droite qui, depuis 30 ans, cherchent à instaurer de nouveaux modes de décision moins risqués que les urnes, fidèles en cela au slogan 68 art, « Élection, piège à con », devenu le mot d'ordre de la classe dirigeante. L'avènement de cette démocratie sans démos n'est en rien un accident. C'est là le point d'orgue d'une révolution des mœurs qui sera parvenue à imposer une modification des rapports à soi, aux autres, au destin, à la vie, à la mort et finalement à l'être dont les Français n'ont pas connu d'équivalent en si peu de temps au cours de leur longue histoire. C'est aussi l'aboutissement d'une profonde rupture anthropologique, celle du passage du sujet métaphysique à l'individu narcissique. Tombé de l'âge du religieux dans l'âge thérapeutique, exclusivement préoccupé du bien-être personnel et d'amélioration psychique de son propre accomplissement, hic et nunc, pour la première fois dans l'histoire des civilisations, le but de l'existence assigné à l'individu roi tend à l'autopréservation, à la conservation de soi et non plus au perfectionnement de soi. Il s'agit d'une nouvelle morale publique qui, à en croire Christopher Lasch, fait du bien-être le critère de la bonne société et du bien-vivre le critère de la bonne politique. En France, l'État-providence a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'instrument central de cette reconfiguration anthropologique. Il s'est construit comme une religion séculière, comme un substitut de l'Église, le terme même ayant été emprunté à sa doctrine sociale avant d'être détourné. D'un point de vue historique, il n'est pas excessif de dire que, sous couvert de solidarité et de redistribution, l'État-providence a agi comme un séparateur de particules, un formidable agent de déliaison. La socialisation du risque a eu pour effet d'accroître les risques de désocialisation. La machine à fabriquer des affiliés a été à l'origine d'un vaste mouvement de désaffiliation. En cherchant à remédier aux accidents de la vie et à sécuriser les individus, notre République providentielle les a dispensés de l'entretien des attaches familiales et communautaires, des solidarités de voisinage ou d'origine qui étaient l'apanage de la vieille civilisation chrétienne. Elle les a coupés de ces collectivités humaines, véritables structures d'éternité, par quoi les hommes échappaient tant à la solitude qu'au sentiment de leur propre finitude. En moins d'un demi-siècle, ce furent les murs porteurs de notre affectio societatis qui tombèrent les uns après les autres. Dans cette entreprise de désagrégation des structures élémentaires, l'État-providence et le marché ont œuvré de concert, alors même qu'ils semblaient diverger par leur finalité. Leurs efforts conjoints eurent pour résultat de transformer en prestations et en services marchands à peu près tout ce qui était dispensé autrefois sous forme de gratuité par l'immense réseau d'entraide que formaient les solidarités organiques, les ancrages du lieu, les liens du sang et les affinités électives.
Avec l'expansion illimitée du marché, s'est confirmé le pronostic du sociologue allemand George Simmel, d'après lequel la culture moderne dominée par le rôle de l'argent aboutissait à la conjonction des deux états sociaux, l'interdépendance et l'indifférence. Mais l'État sauveur a aussi joué son rôle dans cette mutation et parfois même dans certains pays, comme le nôtre, un rôle prépondérant. La solidarité qu'il a planifiée et organisée grâce au prélèvement public n'a jamais été qu'une solidarité sans visage, un partage sans rencontre, déshumanisé par la rationalité sèche de ses agences et l'anonymat glacial de ses guichets. Un tel État n'a affaire qu'à des allocataires. Il ne connaît que des sujets de plus en plus dépersonnalisés et interchangeables. Qu'il ne voit qu'au-delà de ces aspects bénéfiques, notre modèle de protection sociale a fabriqué, au bout du compte, moins de solidarité impliquée que de solitaire assisté, au point d'amplifier sinon de provoquer une crise de l'être ensemble, selon le jargon des sociologues, autrement dit, une décomposition des mœurs qui avait jusque-là institué la société française. Ce mouvement s'enclencha à partir de la fin des années 1960, quand les politiques publiques se rallièrent à la formation de l'individualisme aux dépens des anciennes formes d'holisme. Première cellule économique et première structure de protection humaine assurant l'antériorité et la primauté du social sur l'individu, la famille vit son statut législatif bouleversé de fond en comble. La responsabilité en incomba exclusivement aux gouvernements de droite qui se succédèrent à l'époque et entreprirent dans un contre-emploi ahurissant de révolutionner l'institution familiale en y introduisant intégralement les principes de liberté et d'égalité. Liberté du mariage et du non-mariage par l'alignement des régimes juridiques, liberté du divorce facilitée par la loi du 11 juillet 1975 introduisant la procédure par consentement mutuel, égalité des époux et des parents avec la loi du 4 juin 1970 supprimant les fonctions du chef de famille, égalité des droits pour les enfants légitimes et les enfants adultérins instituée par la loi du 3 juillet 1972, et ce, sans même parler de la loi Veil et de l'application laxiste du droit à l'avortement que gaullistes et communistes, unis par une même préoccupation nataliste, dénonçaient encore, au lendemain de la libération, comme le pire des fléaux sociaux. La question n'est pas de savoir aujourd'hui si ces avancées étaient ou non légitimes, mais bien plutôt d'établir la balance entre ces nouveaux droits octroyés aux individus et leur coût pour la collectivité. À cet égard, il est incontestable que le processus d'individuation impulsé par l'État-providence a eu pour corollaire une dislocation des liens familiaux et des anciens réseaux de sociabilité. Principal symptôme de la malsociété, l'isolement touche selon le rapport de la Fondation de France de juillet 2014, un Français sur 8. Il affecte en priorité les personnes âgées de plus de 75 ans résidant dans les grands centres urbains, mais aussi dans les villages où le voisinage tend à s'étioler avec la fermeture des petits commerces et des services publics. La spirale de la solitude extrême s'achève avec la disparition de ces derniers lieux de vie qu'étaient les bistrots, 600 000 au début des années 1960, moins de 35 000 aujourd'hui. Victimes de la croisade des lois Evin contre l'alcoolisme et le tabagisme, infantilisation et culpabilisation auront été les deux bras armés d'un hygiénisme puritain et éradicateur, copié du modèle suédois. Révélatrice des effets combinés de l'État-providence et de la société de marché, la crise de la canicule de l'été 2003 fit apparaître une société dérangeante. La modernité n'était pas innocente. Il y avait un cadavre dans le placard, même plusieurs, si l'on en juge par les quelques 15 000 victimes enregistrées entre le 1er et le 20 août. Au demeurant, ce fut moins l'hécatombe frappant les personnes âgées qui provoqua le traumatisme que le paysage désocialisé brusquement mis à nu. Une société si obsédée par l'idée de supériorité sur les âges obscurs, si pénétrée de cet ethnocentrisme du présent qu'elle s'était approprié tout l'empire du bien, se trouvait confrontée à l'image peu flatteuse de son manque d'altruisme. Qui eût dit que la sociabilité artificielle des grandes villes, abritée dans de monstres mous, toujours prêts pour la fête des voisins, mais jamais disponibles quand ces mêmes voisins n'étaient pas à la fête, en cet été qui fut le plus meurtrier depuis la libération. Impensé ou angle mort de la classe politique,
Le fait majeur qui a profondément modifié les comportements électoraux ces dernières années est là. La critique de l'État-providence n'est plus désormais portée par les classes aisées, la France d'en haut, rechignant à supporter les poids de la solidarité via l'impôt, mais de plus en plus la France d'en bas, celle qui, parce que plus vulnérable aux aléas de l'existence, plus exposée aux situations de détresse, plus faible tout simplement, est en théorie la plus demanderesse de protection. La distinction entre bons et mauvais pauvres, entre accidentés de la vie et mendiants professionnels, entre méritants et non méritants, n'est plus le fait des riches et des libéraux soucieux de délégitimer les politiques de redistribution, mais émane de plus en plus des catégories défavorisées. Paradoxe qui ne s'éclaire qu'en considération de la critique dont la gestion de l'État-providence fait l'objet de la part de ces nouvelles classes pauvres, qui l'accusent de s'exercer désormais prioritairement au bénéfice des immigrés, des étrangers et des clandestins. Pour désigner ce phénomène, la pensée populophobe a forgé le concept de chauvinisme du bien-être, décrit non sans mépris comme l'idéologie résiduelle des petits blancs. Une sorte d'inventaire des peurs et des fantasmes entremêlés d'une population mal informée et repliée sur elle-même. De fait, jamais la défiance envers l'État-providence n'a été aussi perceptible, ainsi que le montre l'étude du Crédoc, publiée en 2014. L'empathie pour les plus démunis traditionnellement très forte chez les Français en période de chômage élevé n'est plus le sentiment dominant. Au contraire, c'est l'adhésion aux politiques de redistribution et aux principes même de solidarité entre jeunes et vieux, salariés et sans emploi, mais surtout entre Français et étrangers résidant sur le territoire national qui se trouve remise en cause. On ne souhaite pas moins d'État et de prestations sociales pour soi, mais pour les autres. Comme l'indique, après tant d'autres études, l'enquête de l'IFOP de 2013 selon laquelle 67% des personnes interrogées estiment que l'on en fait plus pour les immigrés que pour elles-mêmes. Sous-jacent à ce discours, et contrairement à ce que croient certains sociologues, le procès contre l'assistanat n'est pas instruit parce que les catégories populaires à la lisière de la pauvreté éprouvent un besoin pressant de se démarquer des plus démunis, mais parce qu'elles ressentent la politique de redistribution de l'État comme une profonde inéquité, un facteur qui contribue à distendre le lien qui les relie à la communauté nationale. Que peut bien encore signifier être français si le capital d'autochtonie se trouve galvaudé, si les droits attachés à la citoyenneté sont étendus à tous sans distinction? Or, notre système providentialiste de justice, ou plutôt d'injustice, redistributive touche aujourd'hui à sa limite, qui est celle de son financement et de son déficit abyssal. Avec la combinaison, pour la première fois dans l'histoire, d'un vieillissement démographique, d'une immigration de peuplement et d'une recherche frénétique du bien-être, l'explosion économique et l'implosion politique de notre prétendu modèle social sont inéluctables. Qu'adviendra-t-il le jour où l'assistance de l'État fera défaut, alors même, les chiffres le montrent, qu'elle est déjà impuissante à empêcher la pauvreté de s'étendre? Alors que nous avions jusqu'ici pour usage de spiritualiser ou d'aménager la souffrance et la solitude, nous ne sommes plus en mesure de faire ni l'un ni l'autre. Il y a, en effet, une grande différence entre l'âge religieux et l'âge thérapeutique dans lequel nous vivons. Le premier fonctionnait pour une large part sur la base du don et de la gratuité, invariant anthropologique par essence, inépuisable de l'ancienne sociabilité, tandis que le second, tributaire de besoins financiers en croissance exponentielle, est menacé par l'épuisement des ressources. Le collapsus sera plus brutal que les politiques de droite comme de gauche ont laissé se déliter tout ce qui donnait au lien social et au lien national leur plus grande force. Du patrimoine culturel au lien du sang, en passant par le legs de la tradition et des mœurs, tout ce qui incitait les Français à faire société ou à faire nation a subi l'arasement d'une vaste entreprise de liquidation. Veut-on réinstaurer le peuple français autour de ce qui lui a donné force et résilience de siècle en siècle? Aux oppositions canoniques de la vie politique, plus ou moins caduques, s'ajoute l'opposition désormais cardinale entre défenseurs du peuple central et promoteurs des peuples des marges, entre partisans du peuple maintenu dans ses fondements culturels et historiques et adeptes d'une recomposition du démos qui rêve de fabriquer un nouveau peuple,
une nouvelle société régénérée par l'apport d'identités ethniques et culturelles minoritaires. Entre les conservateurs, attachés au rétablissement de la souveraineté populaire et de l'unité du sujet politique à travers une démocratie référendaire, et les destructeurs, résolus à dissoudre l'hégémonie surplombante de la majorité au profit d'une démocratie diversitaire consacrant la prééminence des minorités et de leurs droits sur la société d'accueil. Une république qui se solidarise du prochain en prônant la solidarité avec le lointain n'a plus la légitimité que confère l'exigence et la visée du bien commun. Elle tombe sous le coup de la suspicion dont Jean-Jacques Rousseau frappait déjà les âmes généreuses qui firent le malheur de tous les temps. Défiez-vous, disait-il, de ces cosmopolites qui vont chercher loin de leur pays des devoirs qu'ils dédaignent accomplir chez eux. Tel philosophe aime les Tatars pour être dispensé d'aimer ses voisins. Seul l'amour du voisin, l'amour du proximus assure la totalité du réel. Ce n'est pas là un champ clos, mais la case départ pour accéder à l'universel. Les hommes qui, depuis 40 ans, se sont succédés à la tête de l'État ont perdu ou n'ont jamais eu le sens du service collectif. Les monarques au règne vertical ont laissé place à des communicants de l'action exclusivement horizontale, s'abandonnant, le plus souvent, à un humanitarisme dévoyé, à un exhibitionnisme faussement compassionnel. À aucun moment, ils n'ont posé la question qui est au centre de la crise de la société française. Comment redéployer les solidarités perdues ? Comment relier de nouveau les Français entre eux ? À aucun moment, ils n'ont cherché à les rétablir dans leurs prérogatives de peuple souverain. Leur discrédit est profond et durera aussi longtemps qu'ils oublieront que le premier devoir de la puissance est de protéger, d'avoir le souci des humbles. Le cœur doux est pitoyable aux malheureux, comme le recommandait Saint Louis dans le testament politique qu'il laissa à son fils. Au regard de l'histoire, ils sont coupables d'avoir reproduit le premier crime de l'humanité, le crime de Caïn, qui fut de se délier de l'exigence politique suprême qu'est l'amour du plus proche, l'amour du prochain, en se refusant d'être d'abord et avant tout les gardiens de leurs frères.